Bonsoir, nous allons démarrer cette séance du conseil municipal. Je voudrais présenter nos excuses aux spectateurs, à ceux qui ont l'habitude de nous voir soit sur Facebook, soit via Internet, pour la fois précédente où l'équipe technique qui est, je le rappelle, uniquement composée de bénévoles que je remercie encore une fois, n'a pu être rassemblée et présente pour nous filmer le conseil. Vous avez toutes les délibérations et nous mettrons, quand il sera approuvé, le procès verbal de ce conseil sur le site internet de la commune. Et j'espère, et je pense qu'il sera possible, puisque nous avons la fibre depuis peu dans ce bâtiment, qu'il sera possible la prochaine fois de le diffuser en direct, mais nous vous en informerons. Je donne lecture de l'ordre du jour de la précédente session du conseil municipal, qui était le 10 avril 2024, ici même à 20h. L'ordre du jour était le suivant: approbation du compte financier unique 2023, budget commune et budget annexe, affectation des résultats budget commune et budget annexe, vote des taux des taxes locales, vote des budgets primitifs, budget commune et budget annexe, programmation culturelle pour 2024, animation et subventions, transfert de l'agence postale en point relais, avenant au Bourg-Centre Occitanie, proposition de cession et d'acquisition de parcelles, activation de la procédure visant à l'acquisition de parcelles 100 mètres, convention de participation financière au centre médico-social de Villefranche-de-Rouergue, bien soumis à droit de préemption urbain, et enfin positionnement sur acquisition d'un immeuble. Voilà donc, et je dois faire signer le PV et le registre des délibérations à la secrétaire qui était Madame Deléris. Tu dois avoir une petite languette sur le bord, à droite. Ah oui, ok. Voilà. Ça veut dire que c'est là. Ok. Voilà, je démarre donc la séance de ce jour 22 mai 2024. L'ordre du jour est le suivant. Finance, budget, affectation des résultats budget commun et budget annexe, que nous n'avons pas pu faire la dernière fois. Convention de financement pour la mise en place de la CIL. Adhésion à la centrale d'achat pour le SMIC. Adhésion au groupement d'achat du SIEDA, transfert de compétences éclairage public de la commune pour le SIEDA, ajout de produits à la boutique Maison du Gouverneur, pour la piscine et la Maison du Gouverneur, les tarifs de la buvette 2024, ressources humaines, création de postes saisonniers 2024, autorisation spéciale d'absence, prime de pouvoir d'achat pour les agents communaux, accroissement du temps de travail sur 2 postes contractuels, adoption des tarifs sociaux de la cantine, participation aux frais de fonctionnement des centres de loisirs de Laurière, et enfin bien soumis à droit de préemption urbain. Donc nous ne sommes pas tous présents.
nous avons 2 procurations. La première de M. Mathieu Lacosigny qui est empêché, qui donne pouvoir à Claude Ravairolle. Et la seconde de M. Rémi Mazière qui me donne pouvoir. Et Isabelle Barès n'est pas présente. Si elle n'arrive pas, c'est pas son habitude, si elle n'arrive pas dans les minutes qui viennent, on la mettra comme absente non excusée. C'est pas habituel chez elle. Avant de démarrer cette séance, je voulais faire un point sur ce qui s'est passé au dernier conseil. Nous avions mis en dernier point un ordre du jour qui nous a obligés à tenir. J'ai perdu le terme. À huis clos. À huis clos, excusez-moi. Qui nous a obligés de tenir à huis clos. Je vais vous dire pourquoi. Il s'agissait de nous positionner sur une proposition de liquidation d'un immeuble à Najac qui est situé dans la rue du Sol de la Dîme, qui comprend 4 logements. Et nous ne voulions pas rendre publique la proposition que nous formulions auprès du liquidateur pour que d'autres personnes intéressées par ailleurs puissent surenchérir. Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la confirmation officielle, mais nous avions proposé 50 000 € pour cet immeuble. J'ai la quasi-certitude que cette proposition sera retenue. Il manque juste le paraphe du président du tribunal correctionnel de Rodez pour que nous ayons la certitude de cette acquisition. Mais c'est à bonne voie. Et bon, nous en reparlerons, bien entendu. Nous comptons développer un peu plus le parc logement de la commune et fixer des habitants à l'année plutôt que nous aurions mal vu de voir cet immeuble partir auprès d'un investisseur qui n'aurait fait que des locations saisonnières. Donc voilà, c'est une bonne chose, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, vous avez vu que la réunion de conseil aujourd'hui concerne, et j'en suis très heureux, beaucoup de points concernant le social, concernant les conditions de vie et de rémunération et de travail des agents de la collectivité. Voilà, donc nous allons passer d'abord sur un autre sujet qui est celui des finances. Avant, Gilbert, excuse-moi de te couper, il faut demander qui va être secrétaire. Ah oui, j'ai oublié, pardon, merci, de demander qui veut bien faire un secrétaire de cette séance. Voilà, il faut un volontaire. Ouais. Jean-Régis, je te remercie. Je le suis, sachant que c'est vrai que Virginie a communiqué un planning et un état des secrétariats depuis le début du mandat. Bon, il faudrait qu'on arrive à peu près à égalité de tous les élus. Donc, en ayant 5 fois, ça sera ma 5e fois, d'autres l'ont déjà, Virginie également est à sa 5e fois, ça sera donc la dernière fois pour moi, sans doute pour toi, et puis ça sera aux autres ensuite à se positionner. Voilà. Très bien, merci en attendant. Donc Suzanne, tu nous parles de l'affectation des résultats budget commun et budget annexe. Oui, alors oui, donc la dernière fois, on vous a présenté le CFU, c'est le compte financier unique, donc les résultats du budget communal et des budgets annexes. Si vous voulez, ce soir, je vais quand même en reprendre la synthèse avant de les voter.
Et peut-être je vais les faire tous à la suite pour que Gilbert n'ait pas à sortir 4 fois. C'est Gilbert comme, Oui. je l'ai fait à la suite. Oui, Donc oui, je vais faire la synthèse des résultats et l'affectation des résultats. Donc je commence par le budget communal. Donc en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, c'est 1 363 498 € et 85 centimes. En recettes de fonctionnement, c'est 1 612 090 € et 86 centimes. Pour un résultat de fonctionnement de 248 592 €, 1 centime. Donc, plus le report de 2022 de 614 973 €, ce qui donne un résultat de fonctionnement cumulé de 863 565 € et 1 centime. En investissement, donc en dépenses d'investissement, 395 979 € et 89 centimes. En recettes d'investissement, 186 953 € et 5 centimes, ce qui donne un résultat d'investissement à moins 209 026 € et 84 centimes, avec le report de 2022 de 481 106 € 31, ce qui nous donne un résultat d'investissement cumulé à 272 079 € et 47 centimes. Donc pour l'affectation des résultats, il y a le solde de reste à réaliser qui est de 411 369 € et donc avec un besoin de financement à couvrir de 139 289 € et 53 centimes. Donc ce que je vous propose, enfin ce qu'on a proposé d'ailleurs la dernière fois, c'est en affectation, donc d'affecter effectivement en investissement, en recette d'investissement, la somme de 139 289 € et 53 centimes et le report en recette de fonctionnement de 724 275 € et 48 centimes. Ça, c'est pour le budget communal. Donc, on le votera tout à la fin. Alors ensuite, il y a le compte financier unique du budget de VVF Village. Donc, en section de fonctionnement en dépenses, 122 860 € et 6 centimes. En recette de fonctionnement, 377 539 € et 68 centimes. Ce qui donne un résultat de fonctionnement de 254 679 € et 62 centimes, avec un report de 2022 de 179 918 € et 92 centimes. Cela donne un résultat cumulé de 434 598 € et 54 centimes. En section d'investissement, en dépenses d'investissement, 401 290 € et 17 centimes. En recettes d'investissement, 399 807 € et 84 centimes, ce qui donne un résultat négatif de 1 482 € et 33 centimes, avec un report de 2022 d'1 562 189 € et 98 centimes. Le résultat cumulé donne 1 560 707 € et 65 centimes. La balance donc déficitaire du reste à réaliser est de 2 044 000 €, ce qui donne un besoin de financement de 483 292 € et 35 centimes. Donc par rapport au résultat donc, à affecter, on a donc un résultat affecté aux recettes d'investissement de 434 598 € et 54 centimes. Voilà pour le budget VVF. Ensuite, dans le budget assainissement, donc en section d'exploitation, la dépense de fonctionnement, 124 706 € et 92 centimes. En recette de fonctionnement, 127 855 € et 98 centimes,
ce qui donne un résultat de fonctionnement de 3 149,06 €, avec un report de 2022 de moins 125 850,26 €, ce qui donne un résultat de fonctionnement cumulé de moins 122 701,20 €. En investissement, en dépenses d'investissement, 84 215,36 €. En recettes d'investissement, 64 525,80 €, ce qui donne un résultat négatif de 19 689,56 €, avec un report de 2022 de 249 254,22 €, ce qui donne un résultat d'investissement cumulé de 229 564,66 €. Donc il n'y a pas d'affectation à faire pour ce budget, puisque c'est un négatif. Ensuite, le budget camping. Donc en section d'exploitation, en dépenses de fonctionnement, 50 309,46 €. En recettes de fonctionnement, 44 251,90 €, ce qui donne un résultat négatif de 6 057,56 €, avec le report 2022 de 4 664,05 €, ce qui donne un résultat négatif de 1 393,51 €. En section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 69 104,96 €, les recettes d'investissement 89 790,77 € et les résultats d'investissement donc de 20 685,81 €, avec le report de 2022 de 3 199,99 €. Les résultats cumulés sont de 23 885,80 €. Donc tous ces chiffres-là, il n'y a pas d'affectation à faire et tous ces chiffres-là avaient bien été repris au budget pour 2024. Voilà. Très Donc bien. ça a été rapide, mais comme on les avait présentés la dernière fois, voilà. Après, et pour les voter, il faut que Je n'ai pas le droit d'être là, voilà. pour le temps de vote. Et c'est toi qui demande. Nous allons donc procéder aux voix. Alors, qui est pour? On vote pour tous. Hein. Oui. Merci. Donc Gilbert. Gilbert? Ouais. Voilà, donc c'est Jean Régis qui nous présente le point suivant, la convention de financement pour la mise en place de la CIL. C'est quoi la CIL? Pardon. C'est une bonne question. Donc ça fait suite, cette convention fait suite à la loi de 2010 qui porte l'engagement national sur l'environnement et notamment la réforme de la publicité extérieure. On l'avait d'ailleurs, il y a eu plusieurs phases sur notre village de dépose de panneaux publicitaires. Il y en avait entre autres à l'entrée venant de la Fouillade. Et aujourd'hui, on se doit de limiter au maximum les panneaux publicitaires et de les normaliser à la fois sur notre village, mais sur l'ensemble d'Ouest de la communauté de communes. Donc, il a été entamé une démarche d'uniformisation et de prise en charge de cette uniformisation des panneaux par la Ouest Aveyron Communauté. Le SIL, c'est Signalisation Information Locale. Et voilà, Gilbert attendait que je le dise, mais... Et donc, on signe une convention avec Ouest Aveyron Communauté afin de prendre en charge pour la commune une partie des dépenses liées à la pose de ces panneaux.
la commune prend en charge d'une part les panneaux indiquant les centres d'intérêt qui dépendent de la commune. Ça peut être des lieux de visite, des lieux indiquant les services publics. Et également, la commune prend en charge les poteaux qui vont soutenir ces panneaux. Ouest Aveyron Communauté va prendre en charge la pose des panneaux ainsi que les bases béton. Pour les individuels, pour les privés, ce sont eux qui vont prendre en charge les lames qui les concernent. Donc ça nous permet d'avoir une signalisation plus homogène qui a été validée par l'ABF et donc d'avoir une signalisation moins fouillie que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Pour la commune, notre participation donc, pour les mâts et pour les lames qui nous concernent revient à 7 727,29 € hors taxe. Je n'ai pas le montant TTC, donc je ne vous le communiquerai pas, sauf à devoir le calculer. Voilà ce qu'on vous demande de bien vouloir voter ce budget. Et donc cette démarche qui a été initiée avant le début du mandat. Ça fait quand même quelques années que cette démarche est en cours. Aujourd'hui, une fois que ce vote sera fait, la Ouest Aveyron Communauté donc, sera en mesure de déployer la CIL sur notre commune et sur l'ensemble d'Ouest Aveyron. Pardon, c'est déjà de finir le déploiement. Que maintenant tout a été signé, tout est fait, donc ça ne devrait pas tarder. Je rappelle en annexe que la commune de Najac a également, et sur son propre budget, redéployé un certain nombre de panneaux, de lames indicatrices. On en est aujourd'hui à près de 80 lames qui ont été reposées, rénovées et reposées. Dans le village, parce que la CIL, la convention, voilà. Elle concerne tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, la CIL concerne tout ce qui est hors de l'agglomération. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote cette convention de financement telle que présentée par Jean Révis. Qui est pour? Je vous remercie. Pierre-Jean, tu nous parles de l'adhésion à la centrale d'achat portée par le SMICA. Oui. Tu ne m'as pas demandé ce que ça voulait dire, SMICA. Non, mais tu vas nous le Comme dire. c'est marqué sur la délibération, je vais vous le dire, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire. C'est le syndicat mixte pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents. Voilà. On est déjà adhérent et on fonctionne beaucoup avec le SMICA pour d'une part notre matériel, mais aussi les outils qu'utilisent les agents administratifs. Donc là, on vous propose d'adhérer à cette centrale d'achat. Ça couvre toujours la fourniture de matériel informatique, l'expertise technique du SMICA. Et ça nous exonère, au cas où il y aurait une très grosse commande, des formalités de publicité et de mise en concurrence. Donc ça simplifie beaucoup les démarches, sachant qu'on n'a pas non plus d'obligation de passer par eux. On peut toujours, si nécessaire, commander en direct ailleurs, quoi. Voilà, donc je vous propose l'adhésion à cette convention avec le SMICA. Convention qui a été communiquée à tous Théoriquement, la semaine dernière. Voilà. Il y a des questions. Je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Toujours Pierre-Jean, tu nous parles du CIEDA, l'adhésion au groupement d'achat. oui,
Tu peux rappeler. Vous voulez savoir aussi ce que ça veut dire, SIEDA? Ouais, j'ai pas noté. Oui, mais ce qu'avait bien dit. C'est le syndicat département. Non, c'est pas. Ça, je me trompais. Parce qu'il y a plein de départements qui vont signer ce groupement. Donc, pour l'Aveyron, c'est le syndicat départemental d'énergie du département de l'Aveyron. Voilà, SIEDA. Et donc, les syndicats départementaux regroupent l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, le Gard, le Gers, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, le Lot, la Lozère et les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Donc voilà, c'est une proposition d'adhérer à ce regroupement de commandes. Voilà, pareil, c'est toujours l'intérêt de travailler à plusieurs. Voilà, donc ça simplifie notre travail à nouveau. Et chaque fois qu'il y a un engagement qui sera proposé dans le cadre de cette convention, la mairie sera toujours en mesure de décider ou pas de participer. Donc ça nous laisse une grande marge de manœuvre tout en nous offrant des possibilités. Donc pareil, je vous propose de décider d'adhérer et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. C'est avec eux qu'on a travaillé pour l'éclairage. Voilà. Disons que l'intérêt de ce groupement est bien sûr d'avoir des tarifs vraiment concurrentiels. Ça donne une puissance d'achat au niveau de 13 départements, 3000 membres, 70 000 points de livraison. Je vois que ça représente chaque année une consommation de 850 gigawattheures en électricité. Et bon, nous ne sommes pas concernés, mais 350 gigawattheures de gaz naturel. C'est vrai qu'on a tout intérêt à partir vers ce genre de groupement. Si nous négocions tout seuls nos communes, nous n'aurions pas les mêmes tarifs que ceux qui sont proposés. Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et toujours Pierre-Jean, le transfert compétence éclairage public de la commune au SIEDA. Au SIEDA. Bon, je ne vais pas vous demander ce que ça signifie SIEDA, j'espère que vous l'avez retenu. On travaille avec le SIEDA, donc, comme il a été dit tout à l'heure, depuis longtemps, qui nous accompagne pour les travaux d'investissement, en rénovation, en optimisation, et qui s'occupe de la maintenance de notre éclairage public. Bon, c'est avec eux qu'on a travaillé justement pour le changement de quasiment toute la commune pour passer en LED. Je dis quasiment toute parce qu'il y a 2 points d'éclairage qui ont été oubliés et qu'il faudra prévoir de faire sur une autre campagne. Bon, enfin, ça s'est passé à travers du tamis. Le SIEDA a de nouvelles prestations telles que le géoréférencement et des réponses pour les DICT ou les déclarations de travaux. Donc ça permet pareil de transférer ces compétences au SIEDA pour des raisons principalement de simplification, de traitement des dossiers. Et dans ce cadre-là, il y a un maintien des mêmes prix qu'en 2023. Bon, et ce qui est dit, c'est que ce transfert de compétences est un transfert administratif et technique et non décisionnel. La collectivité conservera le choix des investissements et la gestion de son éclairage, entre autres des périodes d'extinction. Oh là là. Et ce transfert qui est prévu sans limite de durée peut être repris par la commune à tout moment. Donc voilà, on a tout intérêt à faire ce transfert de compétences. Très bien.
Donc, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alain, tu nous parles de produits boutiques à la maison du gouverneur. Oui, oui. Donc, j'ai proposé au Conseil d'adopter les tarifs ci-après pour la saison 2024 en raison du rajout de produits, lesquels viennent en complément de ceux votés lors de la délibération numéro 18-2024. Donc, ça provient de l'association Art et Savoir-faire de Sauveterre de Rouergue. Et à la demande que je pressens de certains conseillers municipaux, Pierre-Jean Bartheil et Jean-Régis Sauvigné, je vais faire la liste non exhaustive des produits. Alors, Pas trop vite, parce que Jean-Régis, faut qu'il... oui, tout à fait, je tiens compte du scribe. Alors, une paire de boucles d'oreilles plaquées or, 125 €. Ça va? Paire de boucles d'oreilles plaquées or, laiton oxydé, 110 €. Oxydé. Il y a une mec, c'est ça. Pendentif émail argent tige, 115 €. Paire de boucles d'oreilles brindilles plaquées or, 79 €. Paire de boucles d'oreilles grand rond plaquées or, 79 €. Paire de boucles d'oreilles asymétriques plaquées or, rond tige, 79 €. Paire de puces carrées gravées, 39 €. Pendentif rond argent plaqué or, 79 €. Pendentif plaqué or trio rond, 79 €. Paire de boucles d'oreilles argent rond émail, 89 €. Paire de boucles d'oreilles argent grand rond, 58 €. Paire de boucles d'oreilles brindilles argent, 62 €. Paire de boucles d'oreilles argent émail centre, 79 €. Il y a également des livres de l'Institut Occitan d'Aveyron. Alors, écoutez mon accent. Pays Cantal, Lot et Truyère. Et je vous demande donc... Est-ce que quelqu'un peut traduire? Oui, non. Mais je te donnerai la traduction tout à l'heure. Je te ferai un cours particulier si tu veux. Donc, je vous demande d'adopter ces grilles tarifaires pour la saison 2024. Voilà. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Ça va nous permettre de pouvoir les vendre. Merci. Le prochain point concerne les tarifs des buvettes, piscines et maisons du gouverneur. Laurence, s'il te plaît. Oui, donc on arrive bientôt à la saison d'ouverture de la piscine et donc sa buvette qui va ouvrir cette année encore avec les produits habituels. Donc on a des glaces, je ne vous fais pas toute la liste sauf si vraiment c'est vous dommage. insistez. Est-ce qu'il y a du Perrier? Donc il y a des glaces, des boissons, des snacks salés et sucrés. Et avec toujours aussi des maillots de bain de dépannage et des lunettes, donc qui sont prix de 6 € pour les maillots de bain, 10 € pour les maillots de bain, 6 € pour les lunettes, puisque ça arrive qu'il y ait des vacanciers qui oublient leur matériel et donc qui sont bien contents qu'on puisse les dépanner sur place. Concernant la buvette, je voudrais signaler que de nouveau nous allons travailler avec l'épicerie comme on l'a fait les années précédentes pour les boissons et pour des petits biscuits donc en snack sucré. Également nous proposerons le jus de pomme du verger communal qui est exploité par l'association Terre Paysanne et nous aurons aussi les glaces. Les sorbets bio, en fait, en fruits produits localement, des Folies Bergères. Donc, si vous êtes d'accord, les tarifs n'ont pas changé, pardon. Les tarifs n'ont pas changé. Je crois qu'il n'y a que pour les croque-monsieur, il me semble. Non, en même temps, on n'a pas changé le tarif. Donc, bon, croque-monsieur, 3,50 €. Et les tarifs ont changé pour la maison du gouverneur. On les a adaptés aux tarifs de la buvette de la piscine. Voilà, ils sont alignés, ce sera les mêmes. On vote une grille de tarifs qui s'appliqueront
pour la buvette de la piscine et pour certains produits, des boissons et autres produits qui seront aussi vendus à la maison du gouverneur. Surtout des bouteilles d'eau. Ah, pas ça. Non. Des boissons gazeuses. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Toujours, Laurence, tu nous fais état des postes saisonniers 2024. Oui, donc comme chaque année aussi, avec la saison touristique qui approche, nous avons besoin de renforcer les équipes pour faire face à un accroissement d'activité. Donc on est obligé chaque année de créer des postes saisonniers qui vont concerner l'accueil de la piscine, l'entretien du village, les locaux communaux, etc. Donc ce sont des postes à temps partiel, la plupart pour juillet et août, pour les 2 mois. Certains commencent dès juin pour la piscine, justement, la piscine qui va ouvrir le 13 juin cette année. Donc on a 2 postes d'accueil de la piscine. En fait, il y a une personne en permanence, mais il y a forcément des jours de congé, donc il y a 2 postes. Et c'est des postes où il y a, parmi les tâches, non seulement l'accueil de la caisse, mais aussi l'entretien des locaux. Donc 2 postes en tout. Un poste dédié uniquement à l'entretien des locaux, à mi-temps, ouais. 2 postes pour à la fois la buvette et de l'entretien aussi à la piscine. Et enfin, on a 3 postes plus d'agents techniques, à mi-temps tous également. Un dédié au village, un dédié à l'entretien extérieur de la piscine, et un poste du coup qui est sur les 2, le village et l'entretien extérieur de la piscine. Voilà. Donc, identique à l'année dernière. Structure identique à l'année dernière qui fonctionne bien et qui répond aux besoins. Voilà, qu'on avait dû augmenter quand il y avait le Covid pour faire face aux besoins, aux obligations par rapport à la désinfection plus poussée. Mais voilà, on est revenu à quelque chose de plus standard, on va dire. Donc, Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Laurence, toujours, tu nous parles des autorisations spéciales d'absence. Alors, autorisation spéciale d'absence, ça concerne la possibilité, donc pour le personnel, de se voir accorder une autorisation d'absence pour des événements, des événements familiaux, des événements de la vie courante, des motifs professionnels, civiques, etc. Il faut savoir que la loi ne fixe pas les modalités d'octroi de ces autorisations d'absence. C'est à chaque collectivité de délibérer. Donc on a choisi de délibérer après avoir pris attache auprès du centre de gestion qui nous conseille en matière de ressources humaines. Et donc on nous propose d'appliquer ce qui est préconisé par le centre de gestion concernant ces autorisations spéciales d'absence. Vous avez dû recevoir le tableau qui précise un peu toute la liste des motifs et le nombre de jours qui peuvent être accordés en fonction des motifs. Il faut savoir que ça concerne tous les agents, donc à la fois les titulaires, les contractuels, temps complet, temps partiel, voilà, tous les agents sont concernés. Que l'octroi des autorisations spéciales d'absence se fait sous réserve de présentation de justificatifs, par exemple pour un mariage, certificat, etc. Et aussi en fonction des nécessités de service, sachant que les autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'événement et ne peuvent pas être reportées ultérieurement. Voilà. Et que donc ce sont des jours qui ne sont pas décomptés des congés annuels
Donc, à l'occasion d'événements familiaux tels que les mariages, décès de proches, maladies très graves de proches. Il y a beaucoup de choses. Les concours et examens, par exemple, pour ce qui est de motifs professionnels. Être témoin devant un juge pénal. Représentant dans certaines associations ou conseils d'école, etc., organismes de sécurité sociale, enfin il y a plein de participation à des instances consultatives, etc. Et donc les agents devront présenter leur demande d'autorisation spéciale d'absence avec leur convocation ou leur justificatif au moins 3 jours francs à l'avance. Et après, en ce qui concerne les règles particulières, il faut savoir que ces journées ne sont pas fractionnables. Qu'elles sont accordées donc, en comprenant le jour de l'événement. Donc si c'est 3 jours, ça peut être 3 jours, 2 jours en avant plus l'événement ou l'événement plus 2 jours après. Mais en tout cas, ça doit comprendre le jour de l'événement. Que ça ne permet pas de créditer des RTT. Et qu'il y a un certain nombre de jours selon les motifs par année civile qui peuvent être accordés. Voilà, donc ça permet d'avoir un cadre en fait, parce on fait face à des demandes parfois du personnel, et donc au moins ça permet d'avoir un cadre dans lequel tout le monde peut se situer et d'accorder ses journées en fonction. Et donc le personnel sera informé par une note une fois que ça aura été délibéré. Voilà. Oui, on n'invente rien, puisque ça existe déjà, mais on clarifie les choses, quoi. Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne l'instauration de la prime de pouvoir d'achat. Vous vous rappelez sûrement, il y a eu l'information, bien entendu, au niveau des médias, etc. Mais en octobre 2023, le gouvernement a publié un décret portant la création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour certains agents de la fonction publique territoriale. Il faut savoir que cette prime n'est pas obligatoire pour nous, collectivités, mais ce que nous vous proposons, c'est de la mettre à disposition de nos agents et d'en faire profiter donc tous les agents qui ont droit, bien entendu. Pour bénéficier de la prime, les agents publics doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: avoir été nommé ou recruté par un employeur public à la date antérieure, date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, être employé rémunéré au 30 juin 2023, donc il faut qu'il soit en place, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant le 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Vous comprenez que c'est bien entendu tous nos agents donc, qui sont concernés par cette tranche. Le versement de cette prime est possible donc pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public. Le montant de la prime est fixé en plafond à 300 euros, mais bien entendu, elle varie en proportion de la quantité de travail de chacun des agents. En ce qui nous concerne, il y a 19 agents qui sont concernés. Le montant des primes varie donc en fonction de leur quantité horaire entre 60 et 300 euros. Et il y a par exemple, sur les 19, il y a 9 agents qui percevront 300 euros, puisqu'ils sont dans cette tranche-là.
Voilà, donc le montant total versé sera de 4 603,60 € et ce sera versé donc sur la paye du mois de juin si vous l'acceptez. Ce montant, bien entendu, a été budgétisé dans le cadre du budget 2024. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je mets cette proposition au vote. Qui est On pour? peut peut-être Pardon. ajouter que c'était une mesure qui est nationale, qui à l'origine ne concernait que la fonction publique d'État, puis ça a été élargi à la fonction publique territoriale, mais que c'est à chaque collectivité est libre de l'appliquer ou non, quoi. Tout à fait. De la mettre en place ou non. Voilà. Toutes les communes n'ont pas, toutes les collectivités territoriales n'ont pas choisi de mettre en place. Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alain, tu nous fais état de l'accroissement du temps de travail pour 2 postes contractuels, s'il te plaît. Oui, avec grand plaisir. Conformément, alors un rappel à l'article L313, alinéa 1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 9 décembre 2022, considérant la nécessité de modifier le taux horaire de 2 emplois contractuels, il s'agit de l'adjointe du patrimoine pour la raison d'un accroissement des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale au 1er septembre 2024 et d'une adjointe technique pour la raison d'un accroissement des besoins en termes d'entretien des locaux de la commune au 1er juillet 2024. Donc, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 15 mai 2024, je propose à l'Assemblée les modifications suivantes. Donc, ça va se passer en 2 temps. La création d'un emploi d'adjoint du patrimoine permanent à temps non complet à raison de 21h30 hebdomadaires. La création d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet à raison de 24 heures hebdomadaires. Et pour valider tout cela, il faut ajouter la suppression d'un emploi d'adjoint du patrimoine permanent à temps non complet à raison de 14 heures hebdomadaires et la suppression d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires. Donc le tableau des emplois demeure inchangé. Donc je demande d'adopter les modifications horaires ainsi présentées en supprimant de fait les 2 postes concernés et en créant les 2 postes que je vous ai énumérés ci-dessus. Alors, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Voilà, monsieur le maire. Voilà, donc il faut supprimer les emplois et recréer les mêmes emplois avec quelques heures avec supplémentaires. les horaires différents. Voilà. Voilà, c'est la procédure. Pourquoi faire simple? Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Laurence, je reviens vers toi pour l'adoption des tarifs sociaux à la cantine. C'est un dossier sur lequel tu as beaucoup travaillé. Oui, je te remercie. C'est encore une fois un dispositif qui est proposé par l'État et que les collectivités sont libres d'appliquer ou pas. Ça s'adresse en tout cas aux communes rurales de moins de 10 000 habitants
communes rurales qui remplissent certaines conditions, donc qui sont éligibles à la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale, ce qui est le cas de la commune de Najac. Donc, et pour les collectivités, bien sûr, qui ont la compétence de restauration scolaire, ce qui est le cas également. Et donc, il s'agit d'une aide financière de l'État accordée à condition de mettre en place une grille tarifaire progressive pour les repas à la cantine pour les enfants des écoles primaires. Et donc, de moduler le coût pour l'usager avec différentes tranches de prix qui dépendent du quotient familial, donc autrement dit des revenus des familles. Ça implique que la commune signe une convention pour 3 ans, une convention triennale avec l'État, par laquelle l'État s'engagera à verser 3 € d'aide financière par repas qui bénéficient de la tarification spécifique au tarif de 1 €. Donc, en fait, c'est pour les familles qui ont un quotient familial calculé par la CAF en fonction des revenus et de la composition du foyer. Donc, les familles qui ont un quotient familial qui est au maximum 1 000 € ont droit à un repas à une tarification de 1 €. Donc le repas sera facturé 1 € par la collectivité et la collectivité pourra demander un financement à hauteur de 3 € par repas facturé 1 €. Voilà. Et donc il faut une grille tarifaire qui prévoit au moins 3 tranches progressives, c'est ce à quoi nous oblige ce dispositif. Donc 3 tranches progressives avec donc au moins une tranche inférieure ou égale à 1 € le repas et au moins une supérieure à 1 €. Donc je vous propose la grille tarifaire suivante. Donc pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 1 000 €, d'appliquer donc le tarif à 1 €. Pour ensuite la tranche suivante, les quotients familiaux compris entre 1 001 € et 1 800 €, appliquer le tarif de 3 €, qui est le tarif en fait qu'on avait décidé lors de la dernière délibération qu'on avait prise sur les tarifs qui date de juin 2023. Donc 3 € c'est le repas actuellement, les repas sont facturés 3 € à tous les enfants. Donc il y aura la première tranche là, de 1 €, deuxième tranche à 3 €, et pour les quotients familiaux supérieurs à 1 800 €, ça passerait à 3,50 €. Donc on a bien une grille à 3 tranches, et avec la tarification à 1 € pour les quotients familiaux les plus bas, puis une tranche intermédiaire avec le tarif habituel de 3 €, et la tranche la plus élevée avec un quotient familial supérieur à 1 800 €. 1 800 € pour avoir un ordre d'idée, en quotient familial, si on considère par exemple une famille avec 2 parents et 1 enfant, ça équivaut à 4 500 € de revenus par mois. Voilà, la tranche la plus haute. Donc il appartiendra aux familles par contre de fournir à la collectivité l'attestation de quotient familial à chaque rentrée. Donc on fera un petit mot aux familles bien sûr à la rentrée, et aussi à chaque changement de situation pour que le tarif qui doit s'appliquer puisse être appliqué au moment de la facturation. Et en cas de non-présentation de l'attestation de quotient familial avant la facturation, eh bien, c'est le tarif le plus élevé qui sera appliqué. Donc il faudra bien que les familles fournissent l'attestation de quotient familial qui se télécharge tout simplement en ligne, qui s'obtient auprès de la CAF par courrier ou en allant sur son dossier en ligne. Voilà. Et donc il s'agit ici de délibérer pour pouvoir instaurer cette tarification sociale pour la cantine en instaurant le barème proposé pour une durée illimitée à compter du 1er septembre 2024, donc à compter de la rentrée, puisqu'il y a encore, en fait, il y a un délai, puisqu'il faut, après avoir délibéré, signer la fameuse convention et puis remplir encore un certain nombre de documents pour pouvoir mettre en place cette tarification. Et donc,
je vous propose d'adopter cette tarification pour une durée illimitée, sachant que la convention, pour l'instant, est triennale. Enfin, ce que nous propose l'État, c'est des conventions triennales, donc pour 3 ans. C'est-à-dire que l'État s'engage sur 3 ans avec une clause de réserve, bien sûr, sous réserve que chaque année, le budget le prévoit, etc. Mais bon, je pense que l'État s'est engagé et va tenir ses engagements au moins pour les 3 prochaines années. Donc je vous propose d'adopter cette délibération pour une durée illimitée à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à une prochaine révision des tarifs ou des aides de l'État, le cas échéant. Voilà. Donc si jamais il y a... Enfin, se laisser cette possibilité. Et donc d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette décision et à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Si vous avez des questions. Comment ça se passera là? Parce que pour savoir qui c'est qui touche tel ou tel revenu, bon, vous avez demandé les fiches de paye, tout ça? Non, justement, en fait, même on n'a pas vraiment les revenus, c'est ce fameux quotient familial, en fait, Ouais. c'est ce qui est calculé par la CAF. Et donc c'est au niveau, toutes les familles en fait sont enregistrées auprès de la CAF. Et donc c'est en allant, le plus courant aujourd'hui, c'est d'aller sur son compte en ligne et de télécharger l'attestation. Mais sinon c'est aussi possible de la demander par téléphone, la recevoir par courrier, etc. Et donc l'attestation de quotient familial, elle donne le quotient de la famille. Et donc en fonction de ce quotient, on applique le barème voté. Enfin le tarif correspondant au barème. D'accord, ça fait qu'à la mairie, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui gère un petit peu ce dossier pour attribuer, pour voir si c'est en première catégorie, en deuxième ou bien en troisième catégorie. Voilà, c'est au moment de la tarification du coup, enfin de la facturation, pardon. C'est Sylvie qui s'occupe de la facturation. Et donc au moment de la facturation, il va falloir, enfin c'est en principe les attestations sont données en début d'année. Encore une fois, les familles seront bien informées qu'elles doivent donner leur attestation. Si l'attestation n'est pas donnée, c'est le tarif le plus élevé qui s'applique. Et en fonction de ça, voilà, c'est tel tarif. Bon, c'est un tableau Excel. Voilà. Moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est qu'on divise un petit peu les gens, parce qu'il y en a qui vont payer, ceux qui vont avoir droit aux aides, qui sont basés sur 1 euro, donc ils auront droit aux aides, et les autres qui sont basés à 3,50 €, il faudra qu'ils payent faire de leur poche la quantité entièrement. Donc c'est là que c'est un petit peu gênant parce qu'on divise un petit peu les gens. Bon, c'est un principe auquel les Français sont habitués, c'est le principe de justice sociale et de justice fiscale. C'est le même principe qu'en ce moment on fait les déclarations de revenus pour les impôts. C'est le principe de la progressivité. Ouais. On est tellement habitué que c'est devenu une habitude, quoi. Voilà, je trouve que c'est quand même pas... Voilà, c'est une mesure sociale qui est proposée, qui permet aux familles, les familles qui ont voilà, des revenus moins élevés, d'avoir un tarif moins élevé à la cantine. C'est en plus une mesure sociale qu'on peut adopter, qui ne coûte rien à notre collectivité. Pour une fois, l'État prend en charge ce type de démarche, ce qui est bien, et qui permet, oui, d'avoir aussi pour tous les enfants des repas sains et complets, au moins un repas sain et complet par jour. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît important. Et puis, il faut rajouter qu'on subventionne déjà ces repas au sein de la collectivité, puisqu'on est en dessous du prix de revient du repas. Hein. Donc, il y a déjà cette démarche. Mais je trouve intéressant justement de faire profiter aux moins fortunés, à ceux qui ont le quotient familial le plus bas, de pouvoir faire profiter de cette mesure qui va entraîner sans doute un peu plus d'administratif, mais qui va permettre à des parents et à des enfants de profiter de cette mesure. Ce qui serait bien, dans une société d'équité, à ce moment-là, il faudrait que tout le monde soit considéré à 1 euro et que tout le monde puisse bénéficier d'une aide comme ça. Parce que c'est quand même embêtant, parce que les gens qui ont la chance de travailler, entre parenthèses, ils vont payer plein pot, et puis ceux qui travaillent un peu moins,
ils auront des aides. Donc voilà, bon, ça c'est peut-être le CME français, mais je trouve que c'est un petit peu, fait diviser un petit peu les gens, et puis c'est un petit peu facile, ce sont toujours les mêmes qui payent, et voilà. Sachant que en fait, je me suis rapprochée de la CAF, donc au niveau des quotients familiaux, ça ne pouvait pas être nominatif, je ne peux pas avoir les chiffres nominatifs, mais en tout cas, sur le nombre de familles, pareil, je ne peux pas savoir si c'est ceux qui sont à l'école ou pas, parce que, comme tu le sais, il y a des personnes, des enfants de Najac qui ne sont pas scolarisés à Najac, donc je ne sais pas lesquels sont ceux qui sont scolarisés à Najac ou pas parmi les familles, mais en tout cas, la grosse majorité des familles, il y a très peu de chances qu'il y ait des familles qui soient dans la tranche supérieure. Donc pour la très grande majorité, il n'y aura pas d'augmentation, plutôt une diminution. Et pour, pour moi, oui. Simplement dire que sur le territoire, il y a notamment la commune de Saint-Antonin qui a adopté ce système. Il y a Saint-Antonin, Sainte-Croix, Malville, il y en a quelques-unes. La Fouillade va le faire prochainement. Beaucoup de grandes villes l'ont adopté déjà en France. La plupart des grandes agglomérations l'ont adopté. Alors très longtemps non, parce que la mesure est passée récente quand même, mais enfin... Oui, puis moi je veux juste rebondir, pour moi c'est pas une histoire de gens qui travaillent ou qui travaillent pas, ou qui travaillent le plus ou qui travaillent le moins, c'est une histoire de salaire, et les salaires sont pas égaux pour tout le monde malheureusement. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que d'autres, qui touchent beaucoup moins d'argent que d'autres, et je suis désolé, pour moi il n'y a pas l'équilibre, il est déjà à ce niveau-là, et bon, enfin voilà, je peux pas laisser dire que il y a des gens qui... Il y a des gens qui travaillent moins que d'autres. Bon, après, pour moi, c'est une histoire de salaire à la fin du mois, quoi. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais par contre, un repas de la cantine, ça coûte combien le repas total coûte combien en termes de marchandises? Au niveau coût matière, on est presque à 4 € en fait. Au niveau coût matière, là, avec les augmentations qu'il y a eu récemment. Ouais, mais quand on compte la matière, quand on compte la main-d'œuvre, tout ça, on doit être plus que ça. On doit être. Oui, avec la main-d'œuvre, je te parle de coût matière. Ouais, le coût de matière. Coût matière avec les produits d'entretien. Voilà. Le coût avec les factures d'un repas, en moyenne, pour avoir le coût total d'un repas, il faut prendre le coût matière multiplié par 2 pratiquement, qui comprend le coût de personnel et les fluides, plus les amortissements, mais là c'est pas le cas dans notre collectivité, plus les amortissements de matériel. Mais en gros c'est ça. Donc un repas revient entre 7 et 8 €. Je crois que c'est plutôt pas mal quand même. La cantine de Najac, ça fonctionne, les repas sont bons, avec toujours des produits de qualité, enfin il n'y a pas trop de... là-dessus, non ? Ouais, d'accord. Bon. C'est un critère de choix pour l'installation de jeunes parents sur notre commune. Si on propose une école et une cantine de qualité, on a des parents qui vont s'installer sur la commune. C'est vraiment un critère de choix. Donc, je pense que l'intérêt de notre collectivité, c'est de voir arriver aussi des parents avec enfants. C'est quand même un petit peu notre avenir. Et ça fait partie des éléments qui peuvent décider des parents à venir sur notre commune. Donc, le repas, en fait, il coûte 8 €. Les parents, jusqu'à présent, payaient autour de 3,50 € et la différence était prise en charge par la mairie, par la commune. Oui, 3 € jusqu'à présent. En gros, le salaire, voilà, il n'est pas inclus dans le tarif qui est appliqué. Le salaire et les fluides, le salaire, comme tous les employés communaux, il est pris sur le global et les fluides également. Donc, voilà, en gros, les parents, jusqu'ici, payaient à peu près le coût marchandise. C'est le principe des services non marchands, publics. Voilà. C'est un service d'intérêt général. À ce moment-là, on peut mettre le repas à 1 € à tout le monde. Comme alors, ça, ce serait équitable. Ça ne fonctionnera pas au niveau du dispositif. On n'aura pas le dispositif. Voilà, on n'aura plus le financement de l'État. C'est une décision, on n'aura plus le financement de l'État. Non, mais je comprends bien, mais bon, moi ce qui me gêne, c'est ça. C'est cette différence entre 1 € et 3,50 €. Moi, je vais bien faire venir fan des familles, mais bon, ok, qu'on fasse venir fan des familles et des élèves, ok. Mais voilà. Au niveau des impôts, c'est le même système. C'est le système des impôts et plein de choses. Ouais. Et puis il y a des gens qui peuvent payer, pour lesquels ça ne posera aucun problème de payer 3,50 €. Et dans la tranche la plus haute,
en fait, ça va représenter vraiment très très peu de familles. Sachant comme l'a qu'on dit reste Laurence. encore à un tarif. Et en plus, c'est ça, on est déjà reste à un tarif très très bas. bas par rapport Au territoire. Le tarif le plus élevé, encore une fois, ça va peut-être. Je ne peux pas avoir exactement moi, les noms des familles, etc., mais ça va concerner vraiment, ça va être vraiment à la marge. Et puis après, voilà, par c'est rapport normal au reste qu'il y ait des familles du qui payent territoire, plus que les on autres. termine. Ça, c'est Un peu normal, je sais pas. Enfin, après, un repas à 3,50 €, moi j'en mange tous les jours. Hein. Vous me proposez un repas à 3,50 €, je viens. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je veux dire que c'est quand même pas très cher. Après, j'entends ce que vous dites, parce que c'est dans les habitudes. Hein. Mais bon, voilà. Non, mais c'est par exemple une chose qui se pratique très couramment dans les entreprises. Hein. Oui. Beaucoup d'entreprises financent une partie des repas, et donc avec une participation du salarié, que ce soit au travers des chèques repas, des chèques restaurants, etc., ou des cantines ou des restaurants d'entreprise. Beaucoup de salariés qui peuvent bénéficier de ce type de dispositif ne payent l'entièreté du coût de leur repas. Oui, c'est bien ce que tu dis. Donc, l'entreprise ici, ça pourrait être la mairie. On pourrait avoir un repas à 1 € tout le monde et que la mairie paye la différence. Ce serait un petit peu le même exemple que l'entreprise. C'est son côté marxiste à Claude, en fait, là, qui s'exprime. C'est ton côté marxiste qui s'exprime. Tout le Non, mais bon. monde a un euro. Non, mais je veux dire, la gratuité. On peut toujours trouver une réponse à tout. Hein. Je ne sais pas si Léna Jacquois serait d'accord pour ce système-là. Hein. Ça veut dire que c'est la commune qui va payer. Qui paiera. Si tout le monde paye 1 €, ça veut dire que ça fera des frais supplémentaires pour la commune. Oui. Ben, au moins, tout le monde en profiterait. Oui, mais on a quand même un effet d'aubaine avec ce dispositif. Ce dispositif nous apporte une aide par rapport à voilà. C'est pas nous qui avons choisi par exemple de mettre 3 niveaux tarifaires. C'est l'État qui le propose. Qui l'impose même. Donc voilà, qui l'impose. Donc enfin, on respecte ce dispositif, on profite de ce dispositif, et il permet à des parents et à des enfants de profiter de cette tarification. Je trouve ça très vertueux. Et c'est la progressivité comme les impôts et comme énormément de choses en France actuellement. Oui, mais d'accord. Mais bon, après, moi, je reste sur ma position. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Ça se défend, mais... En tout cas, c'est un sujet qui anime Najac, encore une fois. Ah ben, c'est sûr, parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'échos et tout le monde ne comprend pas. Ouais. Enfin, je comprends cette démarche d'État, tout ça. Je comprends que ça a été mis en place, mais les gens de base, ils ont du mal à accepter un principe comme ça, parce que c'est pas... il me semble que toute nourriture elle a un coût, et puis que les gens travaillent, il faut travailler aussi pour se nourrir, et ça fait partie... Et encore une fois, dans les gens qui sont... je rejoins Fabrice, tu vois, sur les quotients familiaux inférieurs à 1 000 €, il y a beaucoup de gens qui travaillent, en fait, mais qui ont des très bas salaires. Non, mais après, qu'il y ait des gens qui travaillent et qui ne gagnent pas beaucoup, mais parce qu'ils travaillent, ça ne me gêne pas trop, si tu veux. Oui. Mais du coup, je ne sais pas si tout le monde travaille comme il faut, c'est ce que je veux dire. Mais bon, après, ça, chacun est libre. Là, il y a un jugement qui est limite. Voilà, c'est ça, on peut... Il y a travail. C'est pas entendable. Voilà. Bon. Ah, je m'excuse, mais bon, voilà. Bon. C'est Ouais. ma position, voilà, vous l'avez entendu, tout le monde l'aura entendu. Je pense qu'il faut se retrouver dans cette situation pour savoir exactement ce que c'est. On sait qu'il y a des travaux qui sont très mal payés. Notre société est très inégale là-dessus. Ouais, je suis passé pour en parler, si tu veux, mais bon, après... Voilà, donc c'est là-dessus qu'on est. Hein. Sans compter le travail Je serais bénévole, d'accord par pour le exemple, salaire universel, hein. qui a une utilité sociale et qui rapporte pas un coût. Quoi. Voilà. Ça existe aussi. Enfin, c'est un vaste débat. Le travail. Voilà tout le travail des gens qui font partie d'associations et qui n'est pas valorisé. Ça aussi, ça fait partie de... Moi, j'ai été éducateur et je travaillais de nuit, je travaillais les jours fériés, je travaillais les dimanches et je ne roulais pas sur l'heure, toi. Voilà. Donc, et je travaillais, je faisais mon temps et je ne payais pas d'impôts. Voilà. Et pourtant, je rendais service à la société parce que nombre de personnes ne voulaient pas faire ce que je faisais. Donc, il y aurait un grand débat qui serait très intéressant sur l'utilité sociale de certains travaux qui ne sont pas payés à leur juste mesure. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, oui.
Voilà, donc si les questions sont terminées, je mets au vote cette proposition. Qui est pour? Qui est contre? Ok. Pour les deux. Pas d'abstention. Oui, oui, les deux. D'accord. Très bien. On continue, eh bien, toujours Laurence, s'il te plaît, la participation aux frais de fonctionnement du centre de loisirs de Laurière. Eh oui, encore une fois, donc c'est pour des familles qui... enfin, c'est le centre de Laurière, le centre de loisirs de Laurière qui demande une participation aux communes en fonction de la fréquentation par les enfants de la commune, enfin de chaque commune. Et donc c'est ce qui se fait par exemple aussi avec le centre de Laudigny, avec laquelle on a signé une convention. Là, c'est pas dans le cadre d'une convention, mais ils nous demandent de délibérer là-dessus pour que la commune participe aussi aux frais de fonctionnement en fonction de la fréquentation, encore une fois, par les enfants de la commune, et pour soutenir ce service de centre de loisirs. Donc la somme est calculée par rapport au jour de fréquentation sur 2023, et donc la subvention, la participation financière qui est demandée à la commune de Najac s'élève à 26 €. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On ne va pas plomber le budget de la commune, mais il faut délibérer pour pouvoir le faire. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Voilà, donc nous arrivons au dernier point de l'ordre du jour, qui est les traditionnels DIA, donc pour le droit de préemption. Nous en avons 3, je vous propose de les passer une après l'autre. La première concerne la maison du 1 rue du Bariou, cadastré AE 205. Monsieur Pemberton et Madame Lauton vendeurs et acheteurs Monsieur Philippe Gâteau et Madame Marie-Pierre Vernière. Voilà, donc je vous propose de ne pas préempter. Vous avez eu les documents concernant cela, donc je vous propose de ne pas préempter. Donc qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Le second point concerne la vente de parcelles ZC à Sourbens, donc ZC 111 et ZC 115, vente de Monsieur Pierre Second et acheteuse de Madame Florence Vallot. Idem, je vous propose de ne pas préempter. Qui est pour? Je vous remercie. Le dernier point, nous avions précédemment, je crois que c'était il y a deux conseils de cela, nous avions déjà voté sur cette demande de préemption. Et en fait, la notaire nous demande de revoter à nouveau, puisque les conditions de vente ont été modifiées. Nous avions voté sur une vente directe et globale, et aujourd'hui il s'agit d'une vente avec en partie location-vente. Donc la notaire considère que ça pourrait éventuellement intéresser la commune. Il s'agit donc en fait l'immeuble de l'épicerie du coin, là, au 33 place du Faubourg, les sections AE 315, 847 et 874 et 875. Vendeur monsieur Laurent et madame Marie-Agnès Levosy, et acheteur monsieur Fabien Gomez et madame Suzy Poirier. Donc je vous propose, comme la dernière fois, de ne pas préempter non plus et de laisser faire se dérouler cette vente dans les conditions qui leur agréent. Voilà, donc qui est pour ne pas préempter? Qui est contre?
c'est une blague. Moi, je maintiens la position de l'autre fois. D'accord, Pour les deux. très bien. Oui, deux, oui. Mathieu et moi. D'accord. Parce que la dernière fois, Je m'étais abstenu et puis Mathieu avait voté pour. Et vous moi, avez maintenant- voté contre. Enfin, il avait voté pour la pension et aujourd'hui, ton vote est toi. Les deux comptes. Deux contre. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Donc voilà, nous avons terminé. Nous pouvons passer aux informations diverses. Pierre-Jean, tu nous fais état de la date d'extinction des feux. Oui, normalement, si la société qui s'occupe de la mise en place de l'extinction nocturne tient ses engagements, ils m'ont dit elle interviendrait dans la nuit du 29 au 30 de ce mois. Voilà. Pardon. Alors, mais tout est prêt, il y a les horloges, l'arrêté municipal Voilà, est, c'est juste. est Bon, signé, etc. Ils n'ont pas tout à fait fini les travaux, il y a encore quelques trucs qui dysfonctionnent, mais ça n'empêcherait pas de le mettre en place. de le mettre en place. Tu as dit le 30. Dans la nuit Dans la nuit du 29 29 au 30. D'accord, on tarde maintenant. Mais On peut revenir sur juste avant, là, sur la question de la DIA sur l'épicerie. Moi, je voudrais poser une question quand même à Claude. Enfin, je ne plus souvenir pourquoi tu avais voté contre, en fait. Je m'étais abstenu parce que tout le monde était pour. Voilà. Ah oui, tu étais abstenu, pardon. Mais nous, en fait, avec Mathieu et d'autres, on était pour acheter dans l'épicerie du coin, et comme Cécile aussi elle veut vendre, c'était pour faire un magasin multiservice et qui puisse apporter plusieurs services au centre du village pour justement créer une certaine activité. Voilà, c'était un peu ça. Parce que quand on regarde l'exemple de Villefranche et de la Fourriade, Villefranche, ils ont investi sur leur automotoban, ils ont visé le centre de Villefranche. La Fourriade, ils ont investi sur Intermarché et cette zone commerciale, ils ont visé le centre de la Fourriade. Et nous, on a Jacques, on dit il faut quand même conserver une certaine activité au centre du village pour justement créer cette dynamique, puis que les gens reviennent dans le commerce et fassent tourner un petit peu l'économie du village. C'est pour ça qu'elle est importante, cette épicerie. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Il y a quand même, il y a un projet qui aurait pu coûter sûrement plus d'1 million à la commune. Et là, on a un projet porté par des privés qui sont dynamiques et qui ont vraiment envie de s'implanter dans le village. Et je trouve que d'ailleurs, il faut même pousser les habitants à venir soutenir cette épicerie. Enfin, c'est quand même important. On a une école, on a des bars, on a une boulangerie. Maintenant, on va avoir une épicerie à l'année qui va porter quand même il y aura le relais postal aussi avec. Enfin, je veux dire, il y a quand même une dynamique de centre-village qui est quand même qui est superbe. Oui, mais il y a le Café Christophe, il y a le tiers-lieu, il y a quand même un centre-bourg. C'est vachement important, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas, là, à l'heure actuelle, pourquoi on vient... il y a un projet privé qui, nous aussi, nous permet, en tant que commune, de pouvoir investir peut-être dans d'autres projets. Enfin, on le laisse à un privé qui se chargera de... L'organisation du village, elle peut être vue de différentes façons. Voilà. Moi, je trouve ça dommage de s'opposer, c'est juste que ça met, en fait... non, c'est pas histoire à s'opposer, c'est histoire de voir plusieurs visions. Après, quand tu dis que ça coûte 1 million d'euros, à Vélisée, tout ça, ça ne coûtait pas 1 million d'euros. Premièrement, après, l'agence postale, si ça avait été acheté par la mairie, l'employé, l'agence postale, elle aurait donné 1 200 euros à la mairie, alors que là, elle va donner 350 euros à l'épicerie. Bon, c'est vrai que ça va amener un plus. C'est un petit peu tout ça aussi, c'est peut-être l'organisation du commerce et l'organisation du village. Oui, voilà, moi je trouve qu'après... nous, on le voit un petit peu différemment. Mais bon, je pense que la mairie ne peut pas non plus porter tous les projets d'une commune, elle ne peut pas investir dans tous les projets, on a déjà un gros chantier. Je n'ai pas dit qu'il fallait investir... Mais après, c'est juste l'image... J'ai pas dit qu'il fallait investir dans tous les projets,
Mais là, puisqu'on en parle, nous, c'était plutôt l'épicerie pour maintenir l'attractivité au centre du village. Elle y est, l'épicerie. Justement. Elle y est, on la soutient. C'est maintenant, en fait, c'est aux habitants qu'il faut montrer l'image. Maintenant qu'il y a une épicerie à Agen qui va être ouverte à l'année, c'est justement ça l'image qu'il faut véhiculer. C'est pas, moi, je pense que c'est pas nous, notre projet de mairie, de tout racheter, de faire. J'ai pas dit de tout racheter, j'ai dit quelque part, d'avoir un noyau où tu puisses choisir le commerce et qu'il soit attractif. Voilà, bon, là, c'est parti comme ça, Nous, après, quand tu parles d'investissement, là, on parle aussi d'investissement pour rapport à la piscine. Est-ce que c'est une bonne stratégie de refaire une piscine qui va coûter quand même une fortune? Ou bien, voilà, ce sont des choix différents. Ouais. Donc chacun fait ses choix pour un achat. Nous, on le voyait un petit peu différemment. Bon, après, chacun est libre de faire bien sûr. On est tout à fait d'accord, chacun. Je pense que mais c'est justement... un atout, c'est un poumon pour le village. Ce n'est pas le seul poumon, mais c'est un des poumons pour le village. Et comme nous sommes soucieux de l'argent des Najacois, je trouve que ce projet d'épicerie porté par des privés est très intéressant. Ça correspond tout à fait à ce que vous aviez défendu. Cette épicerie correspond tout à fait à ce que vous avez défendu. Un commerce de centre-village avec un côté multiservice, puisque il y aura le côté agence postale, etc. Ça correspond tout à fait à ça, et on est tous soucieux de faire vivre, d'avoir un centre-village qui soit vivant. On a encore quelques progrès à faire, c'est sûr, sur la coordination, par exemple, des commerces, où là, il y a encore un petit peu de boulot à faire. Mais je trouve que ce projet, il arrive à point nommé pour essayer de dynamiser le village. On le voit bien, depuis la fermeture, une partie de l'année de l'épicerie, on avait le marché dominical avait accusé un petit peu le coup parce que les gens venaient moins nombreux parce qu'il manquait un service. Là, on va avoir ce service qui va, avec le dynamisme du marché hebdomadaire qui a été mis en place. Enfin, je trouve que c'est une chance. C'est une chance comme la création, la réouverture du Faubourg, qui est un commerce extrêmement dynamique et qui amène du monde, comme le salon de coiffure, etc. C'est des chances pour notre village. Et je trouve que plutôt que quelque chose qui était complètement hypothétique, ce futur très lointain commerce, on ne savait pas qui allait le gérer, comment on allait le gérer, qui allait acheter, est-ce qu'on était en capacité d'acheter, est-ce que les vendeurs voulaient vendre jusqu'au bout. C'était complètement hypothétique. Là, on a quelque chose qui se... Excusez-moi, mais ce futur très très longtemps, il n'était pas très longtemps parce que l'épicerie, la vente elle s'est faite aujourd'hui. Cécile à côté, si ça se trouve, elle aurait profité pour vendre aussi. Mais je veux dire, il y a plusieurs chemins possibles. Donc là, on est parti sur un chemin, d'autres seraient partis sur d'autres chemins. Donc qui c'est qui va avoir raison? Bon, les deux auront sûrement raison, mais bon, après on verra. Je suis comme Fabrice, je m'interroge. On l'avait évoqué ensemble lors du dernier vote où on n'avait pas maintenu les DIA, où d'ailleurs tu t'étais abstenu, et avec un argumentaire qui était bon, voilà, je me suis abstenu, je suis un peu dans l'expectative. Là, aujourd'hui, tu votes contre. Et... L'autre fois, je me suis abstenu parce que j'ai bien vu qu'il y avait fait une mouvance, que de toute façon, que je vote pour ou contre, ça n'aurait rien changé. Et par contre, moi je maintiens la position que nous on avait en termes de projet. Après, bon, vous êtes majoritaire, en porte. J'ai pas dit que nous on aurait raison. Mais enfin, on était parti sur d'autres pratiques. Voilà. Non, mais c'est respectable, mais je par comprends rapport pas à la mairie, par rapport au service technique, tout ça, chacun n'a pas tous la même vision. Et après, par rapport au commerce, c'était quand même Mathieu qui était président de cette commission. Donc c'est plus à Mathieu à en parler que moi. Mais bon, voilà, là, on me pose des questions et je réponds. Mais, mais j'ai pas toutes les compétences pour répondre comme il faut, peut-être. Non, mais c'est pas une attaque. Moi, ce que j'essaye de faire... C'est parce que l'autre fois, tu devais me dire, faites contre le fait qu'il y ait un commerce. Non, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un commerce. C'est plutôt que nous, on va le voyer différemment, c'est tout. Ouais.
C'est tout. Je ne suis pas contre qu'il y ait un commerce, bien au contraire. Il faut créer une activité. Et moi, je pense que le fait que ce soit la mairie qui l'ait racheté, c'est qu'on aurait pu choisir faire des commerces à mettre et des commerces essentiels. Voilà, c'est un commerce qui, j'espère, il va être essentiel à la vie du village. Mais bon, voilà, c'est que si la mairie si c'est en propriété de la mairie, elle pouvait choisir ce commerce, là, bon, c'est le commerce qui se choisit. Quoi. Donc, est-ce que c'est avantageux ou pas pour la vie du village? C'était ça, c'était une orientation différente. Voilà. Bon, après, bon, on fait des choix. On a quand même beaucoup travaillé, et ensemble au début, notamment avec Mathieu, effectivement, sur ce dossier. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu aller au bout. On faisait quoi ça là? Tu dis si ça se trouve, Cécile, mais ça ne s'est pas trouvé. Hein. Ça ne s'est pas trouvé, c'est ça le problème. À un moment donné, il faut de la volonté des deux côtés. Hein. Oui, ça n'a pas pu se faire. Là, il y a une possibilité, on y saute dessus. Oui, mais d'accord, c'est pour ça que bon. Il y avait une temporalité qui faisait que. Vous faites le choix un an déjà d'absence. Vous faites le choix de voter contre, je trouve ça dommage, c'est votre droit. Mais bon, on aura ce commerce dans le village. Moi, je vous propose qu'on continue. Non, mais quoi, c'est bien d'accord, et je vais conclure, c'est que je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un commerce, c'est plutôt, si je vote contre, c'est qu'il y avait d'autres projets, d'autres directions. Voilà. Donc nous, on est parti sur notre direction, qu'on vote pour ou contre, ça ne changera rien, donc c'est pour ça. Mais bon, chacun a le droit d'avoir des idées différentes. Bon, après, voilà, je ne veux pas faire débat, c'est pas moi qui suis responsable de la commission de commerce. Je n'ai pas tous les éléments pour répondre, puis bon voilà, on ne va pas faire un Après, c'est moi qui ai remis ça un peu sur le tapis, parce que je voulais qu'on débatte un peu de ça, et puis surtout de l'image qu'on véhicule d'une épicerie aussi dans le village, et que je trouve qu'on a véhiculé, qu'il y ait aussi... je ne sais pas comment l'expliquer, mais que voilà, c'est une bonne image de cette épicerie, et que c'est pas que ce soit pas une épicerie qui divise, mais une épicerie qui rassemble un peu les gens. Après, ceci dit, je pense que ce sont des gens, moi je ne les connais pas personnellement, mais j'ai entendu dire que c'était des gens bien, et j'en souhaite de réussir, c'est tout. Hein. On soit d'accord, oui, bien sûr. Que s'ils écoutent, qu'ils n'aillent pas dire, voilà, hein, bon. Parce qu'ils écoutent. Je vous propose qu'on continue sur les questions diverses. Jean-Régis, tu voulais nous parler de la journée des chemins? Oui, tout à fait. Donc, aura lieu ce samedi 25 à partir de 8h. Donc, rendez-vous à la salle des aînés, juste en dessous, pour le café La Foisse. Et pas seulement, parce qu'après, nous partons sur les chemins avec les débroussailleuses, etc., les haches, les trucs comme ça, pour nettoyer les chemins et également... Par contre, ceux qui n'ont pas de hache, il y en a il y a un groupe qui va... on va aller dans un quartier aussi du village pour de l'entretien, du désherbage, etc. On ne pourra pas faire tout le village. Enfin, plus on est et plus on en fera, et on fera ce qu'on peut. Et voilà. Il me faut de glyphosate parce que tu parles des herbages. J'en ai pas, moi. Ah, bon, perso, si tu en as, toi, si tu en as, tu peux venir et puis on verra. Cette journée est co-organisée par l'Apanage et par la mairie de Najac. Et la commune offre à tous les participants, à l'issue de cette matinée, parce que quand on parle de journée, ça se limite à une matinée, offre un repas qui a été concocté par notre cantinière, et donc apéritif repas à la cantine pour tous les participants. Et espérant qu'on soit plus nombreux que les années précédentes, parce qu'on est souvent les mêmes groupes, on est souvent les mêmes. Après, on a aussi une trentaine de personnes, et bon, mais c'est vrai que voilà, on ressollicite encore aux citoyens de venir s'impliquer. Où il y a déjà beaucoup d'autres choses, malheureusement, notamment au niveau des enfants. On va dire il fera beau et c'est une priorité de dire. Voilà. Laurence, tu nous parles de la remise. Alors le lendemain, le dimanche 26 au matin à 11h, on propose ce qui s'appelle, c'est appelé comme ça par convention,
au niveau national aussi, ça s'appelle les cérémonies citoyennes. En fait, il s'agit de remettre les cartes d'électeurs aux nouveaux majeurs, aux personnes qui du coup vont voter pour la première fois. Et donc on marque le coup en les invitant à une petite rencontre pour leur remettre en personne leur carte d'électeur avec monsieur le maire et tous les élus qui sont présents. Et donc voilà, ça permet Ça se passe où? Ça se passe à la salle des jeunes dite la Casa, qui se situe donc au presbytère, au-dessus du presbytère derrière l'église, à 11h dimanche. Voilà. Avec un petit pot aussi, tous les habitants sont invités à venir à ce petit événement. Et d'ailleurs, le 25 aussi, après avoir fait l'effort de débroussailler, allez donc profiter de l'espace bien-être du village vacances, qui est ouvert au Najacois cet après-midi-là, de 15h à 18h. Donc il reste 3 samedis, le samedi 25 mai, le 1er juin, le 8 juin, de 15h à 18h. Le principe est toujours le même, il faut aller chercher au préalable des tickets à l'accueil de la mairie auprès de Fabienne. Et donc c'est de 15h à 18h. Et ensuite, à partir du 13 juin, c'est la piscine municipale qui ouvre ses portes. Donc au mois de juin, ouverte toujours de 15h à 19h, juste les après-midi. Et ensuite, elle sera ouverte la journée à partir du 1er juillet. Et si vous ne voulez pas aller à l'espace bien-être, vous pouvez vous diriger à la bibliothèque de Najac ou à l'extérieur de la bibliothèque, où il y aura des lectures de certaines œuvres de Marcel Proust. Marcel qui, pardon? Marcel Proust, je t'expliquerai tout à l'heure. Un écrivain de ton époque d'ailleurs. Et donc ça se passera entre 14h et 17h. Il y aura plusieurs séances. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci. Et une dernière information, enfin c'est un dernier rappel, c'est que le dimanche 9 juin aura lieu ici le vote pour les élections européennes. Nous avons appris qu'il y a 37 listes, donc et peut-être 38. Et peut-être 38. Donc on se casse la tête un peu pour les panneaux d'affichage qui cette année seront place sous cette verrie là, le long du mur. Mais nous accueillerons donc les électeurs ici, donc dans le bureau de vote de 8h à 18h. Avec les élus qui tiendront le bureau de vote et qui sont les bienvenus. Et ça fait partie aussi des devoirs des élus de tenir le bureau de vote. Voilà. Très bien. Est-ce que parmi la foule, il y a des questions au niveau des... Non, donc je lève cette séance et je vous remercie. Et donc là, nous n'avons pas prévu de conseil municipal au mois de juin et le prochain sera au début juillet. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci.